Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Femmes de Sport. Aujourd'hui, c'est totale aventure. Même vous, dans votre salon, vous allez voyager autour du monde. Ah oui, parce qu'on vous propose du surf, du trail, du cyclisme, du cheval, d'autres sports, mais surtout de la bonne humeur. Avec nos deux invités, avec tout d'abord Flora Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines chez Alten. Alors, vous allez me demander pourquoi une responsable des ressources humaines dans cette émission ? Parce que vous êtes lancé un défi sportif, lequel ? Tout à fait, j'ai participé au Raid des Alizés. Vous allez tout nous raconter sur cette grande aventure. Et l'autre invitée du jour, c'est Sarah Hébert. Bonjour Sarah. Bonjour. Vous êtes vice-championne du monde et championne d'Europe de windsurf. Mais surtout, vous avez un leitmotiv avec du cœur, tout est possible. Et quand on sait que vous portez un défibrillateur cardiaque, et bien forcément, ça prend tout son sens. En 2006, justement, vous faites implanter ce défibrillateur à l'âge de 22 ans. Comment on le vit ? C'est tôt quand même. Oui, c'est un peu un choc, surtout qu'un défibrillateur cardiaque, en général, avant, on avait plutôt tendance à l'implanter sur des personnes de 60-70 ans. Donc on se dit, non, comment ça, je pète la forme, c'est pas possible. Et puis très vite, on l'accepte et puis on se dit qu'on a de la chance d'avoir un traitement possible dans ces cas-là. Mais alors, comment ça s'est passé sportivement ? Parce que quelques semaines après l'intervention, vous avez gagné encore un titre. Comment vous avez fait ? Oui, alors c'est vrai que ça a été compliqué parce que quand on a détecté ce problème-là, j'étais à la veille d'un gros championnat du monde que j'ai dû annuler. Après, j'ai vécu 4 mois dans les hôpitaux pour des tests, etc., plus l'implantation. Un mois après, j'avais le droit de reprendre le sport. Pendant un mois, on a quand même des douleurs assez importantes puisqu'on déchire le muscle pectoral pour y mettre le boîtier. Et un mois après, je reprenais la planche, vraiment très heureuse d'y être, mais encore avec des douleurs. 2 mois après, mon entraîneur m'inscrivait au championnat d'Europe pour voir. Et en fait, j'étais vraiment très heureuse d'être là. Vraiment envie de croquer à pleines dents ce championnat, la vie tout court sur l'eau. Et j'ai remporté le championnat d'Europe. Voilà. Et justement... Alors, après cette grande victoire, on a l'impression que vous avez tout gagné, mais les institutions françaises décident que vous êtes inapte au sport de haut niveau. Et oui. vous êtes quand même championne du monde juste après. Alors, vice-championne du monde, expliquez-nous comment c'est possible. Oui, c'est vrai que la vraie douche froide, ce qui a été le plus difficile dans ma carrière, finalement, ça n'a pas été l'implantation de mon défibrillateur cardiaque, ça a été d'être mise à la rue de ma propre nation. Donc, j'ai perdu ma licence française pour cause d'inaptitude à la pratique de haut niveau en planche à voile. Et je me suis vite retournée. Je me suis dit qu'il y avait forcément une fédération internationale autre qui serait intéressée par mon palmarès. Et donc, c'est l'Arménie qui m'a ouvert ses portes. Je suis franco-arménienne depuis 2007. Et en effet, j'ai établi un record de vitesse pour l'Arménie. J'ai été vice-championne du monde et plusieurs fois dans le top 3 mondial pour ce pays. C'est magnifique comme défi que vous avez pu relever. Autre défi à côté de vous, c'est Flora, vous revenez de la Martinique. Vous avez fait quelque chose d'assez extraordinaire, le Raid des Alizés. Alors, en gros, il y a du VTT, du canoë, du vélo. C'est quoi cette compétition, ce Raid des Alizés ? Alors, c'était la première édition d'un raid 100% féminin qui s'est déroulé sur 3 jours en Martinique, qui réunissait plus de 150, enfin à peu près 150 filles sur 3 jours en bivouac. Donc ça, c'était une des épreuves, avec du VTT, du canoë, du trail et du run and bike qui s'est allé sur 3 jours. Extrêmement physique. Extrêmement physique, avec le décalage horaire pour celles qui venaient de métropole, et puis avec du dénivelé, de la météo qui ne s'est pas forcément adaptée à nos envies, de la boue, des vagues, de la pluie, et puis de la grosse bonne humeur tout du long qui a fait que c'est passé super bien. Mais finalement, ce déplacement a quand même eu un prix. Ça coûte combien de partir comme ça, faire le Raid des Alizés ? Alors ça coûte beaucoup d'énergie, souvent. Nous, on a eu la chance d'être sponsorisés par un des partenaires de la course qui était Corsair, mais il y a beaucoup d'équipes qui ont dû y mettre beaucoup du leur pendant 1 an à chercher des sponsors. Voilà, c'est plusieurs milliers d'euros et souvent beaucoup de soutien de plein d'associations, plein de partenaires locaux qui aident les équipes, puisqu'on était par équipe de 3 pour participer à ce raid. Et avec le recul, ça vaut le coup quand même À 100%. Moi, si on me propose de le refaire l'année prochaine, je signe tout de suite. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de charge physique, parce que c'est quand même des grosses épreuves, mais à 100%, je le refais l'année prochaine. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir le zapping du mois avec d'autres femmes qui se lancent, elles aussi, de nombreux défis.
Pratiquer le tir à l'arc à cheval, c'est un peu sortir du 21e siècle. Ce sport ancestral a été remis au goût du jour par la Corée au début des années 2000. Il est arrivé quelques années plus tard en France. Ses charmes lui ont permis de trouver un public assez vite. En 2 ans, une cinquantaine de structures se sont mis à proposer cette activité. C'est un peu une sensation de liberté, parce qu'on lâche les rênes et on fait confiance au cheval, entre autres. La discipline a été portée par la Fédération française d'équitation. Un premier championnat de France a eu lieu en 2014, tandis que l'édition 2015 a réuni plus de 70 compétiteurs. Franchement génial, vraiment très très bien. Bon, l'eau elle était gelée, c'était des glaçons, mais mis à part ça c'était facile. Trop dur, j'en peux plus, trop dur. C'est bientôt la fin. C'est bientôt la fin, je suis fière quand même, mais bon. C'était bien parce qu'on a réussi, c'est notre première course à obstacles et on a réussi, on a la fin. Voilà. Ouais, même première course. Bah, en fait nous on fait toutes les courses comme ça, donc on aime bien les défis et puis on en fera une prochaine la prochaine fois, enfin, l'année prochaine j'espère. Allez Edith, allez. Je suis double championne du monde en paratriathlon, 8 fois championne de France, voilà, plusieurs fois titrée au niveau des duathlons, un peu plus que le triathlon. Je véhicule une image positive de l'intégration du handisport, voilà, dans différentes manifestations. Eh bien, elle est là, et comme toujours, le sourire d'Edith, qui termine avec les petits jeunes de son club. Et on espère évidemment de tout cœur qu'on la retrouvera sur les Jeux Olympiques à Rio de Janeiro. Ce sera en 2016. Edith Dassé du Mans. On est très heureuse et on est très contente que le trophée soit resté au sein du club. Flora, vous êtes une de ces filles qui a participé au Raid des Alizés. Est-ce que la compétition, c'est important? Est-ce que c'est ce qu'on retient finalement dans ce type d'épreuve? Elle fait partie de l'épreuve et elle motive encore plus à se dépasser, mais je ne pense pas que c'était ce qu'il fallait retenir de cette épreuve de 3 jours, parce qu'il y a vraiment eu une solidarité entre toutes les équipes. Déjà parce que c'est des épreuves en nature, donc forcément on fait attention à ses copines d'abord de son équipe et puis à toutes celles qui sont autour, parce qu'on n'est jamais à l'abri de glisser, de se prendre une branche, de prendre une vague un peu plus forte que les autres. Mais après, évidemment, on regarde le classement à la fin de la journée et on est très très contente quand on termine devant les copines qu'on a aidées toute la journée. Vous avez terminé 7e. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Quelle a été l'épreuve la plus dure pour vous? Je pense que paradoxalement, l'épreuve la plus dure, ça a été le trail, alors que c'est ce que je pratique d'habitude. Mais là, on est monté en haut de la montagne Pelée, redescendu, avec beaucoup de gadous, beaucoup de terrain glissant, de lianes, de branches auxquelles il fallait s'accrocher. Et c'est l'épreuve qui a duré le plus longtemps, parce que nous, on met juste en dessous de 4 heures. Donc c'est vrai que ça a été assez éprouvant. Alors, quand on est responsable de ressources humaines, chef de projet ressources humaines dans une grosse entreprise, comment on se prépare pour ce type d'épreuve? Comment on fait du sport? Parce que j'imagine, vous travaillez chez Alten, les horaires doivent être assez importants. Il faut prendre le temps quand même de s'entraîner. Oui, on s'organise. J'ai la chance d'avoir une équipe qui m'a soutenue dans ma pratique du sport tous les jours. On termine un petit peu plus tôt certains soirs. On va faire du sport entre midi et 2. On prend une douche pour être sûr de ne pas trop embêter les collègues quand on revient. Mais voilà, on s'organise et ça se passe plutôt bien. C'est plus les préparations VTT ou canoë, où c'est sûr qu'à Paris, c'était un petit peu plus compliqué. Vous viviez à 150 sur un bivouac, vous l'avez dit. 150 filles ensemble, ça doit être quelque chose. Comment s'est passée la cohabitation? Est-ce qu'il y a eu des clashs? Parce que je crois que vous dormiez à 3 par tente de 3, donc c'était très étroit. 3 par tente de 3. Alors moi, j'ai l'avantage de faire 1m54, donc j'avoue que j'ai pas pris trop de place dans la tente. Il y avait des équipes avec des nanas à plus d'1m80, c'est sûr que c'était un peu plus compliqué. Mais ça se passe bien, puis ça soude forcément quand on attend devant des toilettes de chantier ou quand on prend la douche à la température ambiante. On rigole et on se passe les petites techniques les unes les autres. Sarah, vous, j'ai l'impression que l'aventure, vous la vivez pas du tout en équipe.
C'est le côté solitaire. Qu'est-ce que ça vous apporte finalement de tout faire en solo? J'aimerais bien, hein, c'est une des aventures qui me plairait beaucoup. Après, rendez-vous l'année prochaine, on aurait des Alizés ouais, alors. ouais, pourquoi pas. Non, c'est vraiment des belles aventures, ces aventures-là. En fait, quand on est seul face à l'élément et face à l'océan, pour ma part, il y a une confrontation qui est vraiment unique et qu'on ne peut pas avoir ailleurs et qui nous demande d'aller puiser ce qu'il y a de meilleur en nous et d'être vraiment spectateur de la beauté naturelle, quoi. Parce que là, vous parlez d'un défi que vous vous êtes lancé, c'était la traversée de l'Atlantique. En windsurf, c'est un truc de fou. Pourquoi on se lance dans ce type de défi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut ressentir quand on est toute seule au milieu des vagues, quoi? Alors, je me suis lancée dans cette traversée de l'Atlantique en 2012 parce que j'avais vraiment envie de retourner au large. Moi, j'ai grandi pendant 11 années sur un voilier avec mes parents autour du Pacifique et de l'Indien. Et c'est vrai que l'année de mon implantation, j'ai vraiment beaucoup pratiqué le sport et notamment la course au large sur un trimaran de 60 pieds. C'est là que je me suis rendu compte que le large me manquait et que j'ai voulu y retourner. Donc pourquoi ? Pour l'aventure, pour l'amour du large et puis pour montrer à tout le monde qu'avec du cœur, tout est possible, que malgré les difficultés de la vie, il faut continuer à vivre ses rêves. Il y avait un objectif, vous vouliez que tout le monde vous connaisse, parce qu'au final, il y a eu un échec, vous avez dû abandonner. Alors en fait, c'est là où c'est intéressant de comprendre finalement qu'est-ce que l'échec, et j'en parle dans mon livre qui s'appelle aussi « Avec du cœur, tout est possible ». En fait, l'échec n'est pas là où on croit. Quand on a plusieurs objectifs, bien sûr, il y avait un objectif sportif pour la championne que je suis, c'était d'arriver en Guadeloupe. Cet objectif-là, je ne l'ai pas atteint, mais communiquer sur le fait qu'avec du cœur, tout est possible, en valorisant les partenaires qui se sont impliqués pour ces valeurs-là, ça a été réussi. Et puis moi, à titre très personnel, vivre en symbiose avec l'univers du grand large, avec cette baleine que j'ai vue sauter devant moi, ça aussi, je l'ai vécu. Donc en fait, c'est une réussite. C'est quand on fait le bilan complet. Donc j'imagine aussi que pour vous, Flora, c'est une réussite ce raid, mais est-ce qu'il y a eu des moments où on a envie d'abandonner? Je sais que déjà, dès la première épreuve, le VTT, il y a eu d'énormes chutes, des éraflures partout. Est-ce qu'on pense à l'abandon? Alors, nous, on n'a pas pensé à l'abandon, déjà parce qu'on était toutes les trois et que l'objectif, c'était de finir toutes les trois et qu'on nous avait bien expliqué, tout l'encadrement du raid était là pour nous assurer la sécurité. Donc, l'abandon n'était pas une option, malgré les grosses chutes, les soleils en VTT, les vagues dans le canoë. Donc non, je pense que la seule possibilité d'abandon, c'est s'il y avait eu grosse blessure et heureusement, il n'y a pas eu. Mesdames, je vous propose maintenant de découvrir le sujet de TB Sud-Bretagne. C'est le portrait de Tiffaine Laurence, une sportive accomplie et à deux roues. Chez les Laurence, le cyclisme est une histoire de famille, véritable religion. C'est à l'unisson que la petite tribu respire, mange et pense cyclisme. Axel, le fils, est un des éléments forts chez les cadets morbihanais. La maman, Manuela, qui veille à l'alimentation, au sommeil et à la récupération de ses protégés, a terminé 13e au championnat du monde junior en 1990. Franck, le papa, aujourd'hui commerçant de deux roues, a 20 ans de carrière élite derrière lui et 2 années pro chez Mutuelle de Seine-et-Marne. Venue à la discipline par mimétisme, il y a 4 ans, Tiffaine s'est prise au jeu, épreuve après épreuve, titre après titre, jusqu'à ce que l'incroyable se produise. Si la saison 2015 était déjà bien remplie, sur route comme sur piste, de 2 titres départementaux, de 2 autres régionaux, de 2 victoires en Coupe de France et d'une médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe, c'est le 22 août, à Pieux-dans-la-Manche, que Tiffaine décroche le Graal. C'est vrai qu'on m'aurait dit au début de l'année que je suis championne de France au mois d'août. J'aurais dit non, non. On y est allé au championnat de France, comme on y allait tous les ans, et on y croit, enfin on y va et sans y croire, quoi. Et je savais qu'elle était capable d'être devant, donc après, de là à être championne de France, c'est une autre histoire, mais... Du fait aussi de ma 3e place 2 jours avant, au chrono, ça m'a enlevé une pression et je suis allée au Bleu Œuf. J'avais dit, n'attends pas, essaie de faire la course et puis tu verras bien. Si ça marche, si ça marche pas, tant pis. Ça m'a souri ce jour-là, quoi. Le fait de revenir avec le maillot, je sais même pas si encore aujourd'hui on y croit, quoi. Ce jour-là, Tiffaine avait les watts, comme le dira sa maman. Depuis, le quotidien de la championne de France a repris le dessus. Enfin, façon de parler.
Ma semaine, c'est minimum 5 jours sur 7 de vélo, voire 6. Donc tout le temps, presque tous les jours après l'école, je dois aller m'entraîner, je dois faire mes devoirs. Donc, puis des fois, c'est pas des entraînements très très faciles. L'hiver, c'est important de faire attention à ce qu'on mange pour pas prendre trop de poids et faire autre chose que du vélo. Donc là, elle fait la muscu au centre de formation à Lorient, elle va à la piscine, elle fait autre chose. C'est pas tous les jours rose non plus, on gagne pas tous les dimanches, hein, donc on prend des claques, donc c'est avec ça qu'on s'aperçoit ce qu'il y a à travailler encore, et puis on réfléchit aussi. Après, on sait que c'est dur le vélo, une course, des fois il y a les conditions météo qui sont pas très faciles, et on peut être dans un mauvais jour et pas être très très bien aussi physiquement. Maintenant, c'est un vrai plaisir quand même au-delà de la souffrance. Junior, 2e année cette saison, Tiffaine a aussi un bac ES à passer en juin. Mais pas de quoi effrayer la jeune femme, bien dans ses baskets. Je suis jeune encore, ce sera plus les 2-3 prochaines années qu'il va falloir que je continue de progresser, que je me montre que je peux intégrer une équipe. Malheureusement, le vélo chez les féminines, on n'en vit pas, à moins de s'appeler Pauline Ferrand-Prévot, mais il n'y en a pas 36, donc du coup, j'espère qu'il y aura des équipes professionnelles qui vont se monter dans les années à venir. Quand on voit Pauline Ferrand-Prévot ou Audrey Cornon même, des filles de la région qui arrivent à avoir intégré une équipe et ce qu'elles vivent, donc c'est beau pour nous en étant jeunes. Ça nous fait rêver en fait. D'ici là, progresser, encore et toujours, ce sera le credo de Tiffaine et de toute la famille Laurence. Alors Flora, une réaction à ce sujet, vous êtes admirative, vous faisiez pareil à 17 ans ? Oh là non, à 17 ans, oui, je préparais mon bac aussi, mais je faisais d'autres sports. Ma maman est éducateur sportif, donc j'ai un peu baigné dedans depuis que je suis toute petite, mais pas de titre de championne de France à mon actif. Sarah, on voit dans le sujet que Tiffaine a reçu l'amour du cyclisme de par ses parents. Vous, c'est le goût des voyages. Hein. Parlez-nous de ces 12 premières années de votre vie. La voile, ouais, c'est le goût de la voile et de l'aventure. Donc, je suis née en Calédonie et quand j'avais 1 mois, on est parti pour un voyage qui a duré 11 ans, mais qui n'était pas forcément prévu pour durer aussi longtemps, à travers le Pacifique et à travers l'océan Indien. Donc, tous les matins, à travers mon hublot, j'avais le paysage qui changeait et puis très vite, j'ai su d'où venait le vent, comment barrer le bateau, etc. Donc, c'est presque la voile, le sentiment de la mer, la sensation de la mer, c'est devenu presque inné pour vous. Oui, complètement. Mais vous êtes plus une femme qui a envie d'aventure ou une sportive ? Parce qu'on les se deux, pose la mon cher question. monsieur. Oui, non, j'aime le sport et l'aventure. Pour moi, le sport, c'est un moyen de se dépasser, d'aller au-delà de ses limites, de donner le meilleur de soi-même. Et puis, comme je fais des sports qui nous permettent de se mouvoir, de bouger, c'est un moyen de locomotion aussi pour moi de découvrir des espaces. Donc, par exemple, en Amazonie, je suis partie faire une expédition avec mon stand-up paddle. Et c'est un formidable moyen de revenir à un rythme beaucoup plus naturel aussi. Parce qu'on ne l'a pas dit à nos téléspectateurs, ok, du windsurf, mais aussi du surf, du kitesurf, du paddle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? Mais vous vivez de quoi ? Je suis waterwoman, je continue à travailler pour mes sponsors, donc je fais plus des reportages et des expéditions comme celle dont je vous ai parlé en Amazonie. Je suis également présentatrice et journaliste sportive pour une émission. Et puis je suis coach en stand-up paddle. Ma spécialité, c'est le sub-fitness yoga et également coach en windsurf. Qu'est-ce que c'est le sub-fitness yoga exactement ? Eh ben, c'est des postures de yoga sur une planche de stand-up paddle, donc ces grandes planches de surf où on est debout avec une rame et c'est assez unique parce qu'on est au contact des éléments. C'est challenging parce que ça bouge beaucoup, mais c'est très sympa. Donc Sarah, le milieu aquatique a été longtemps l'apanage des hommes, c'est plus le cas aujourd'hui. En revanche, dans le milieu équestre, c'est encore le cas, c'est l'emprise masculine, mais 2 femmes se sont lancées un défi et c'est un sujet de LM TV Sartre. Elles ont toutes les yeux rivés sur Étendard. Et pour cause. C'est le cheval qu'on vient d'acquérir. Ça y est, c'est notre bébé. Un bébé d'environ 480 kilos, acheté il y a 2 semaines. L'idée est venue en famille au mois d'avril. On voyait les hommes qui nous entouraient vibrer autour de chevaux de course et on a eu envie de se lancer, de vivre ces moments sportifs autour du cheval et on s'est dit aussi que c'était peut-être une occasion de faire découvrir le monde des courses à d'autres femmes. Et elles sont 24 à s'être lancées dans ce projet. De 26 à 67 ans, novices ou expertes, elles ont l'intention de conquérir le monde hippique, un cercle souvent fermé aux femmes. Il y
Beaucoup de femmes, mais qui sont plus dans l'ombre. Et dès qu'on touche plus aux professionnels, on voit plus d'hommes. Et c'est vrai que c'est un milieu un peu macho. Et l'idée était de faire un petit pied de nez à tout ça et de créer quelque chose d'élégant, d'où notre nom, les élégantes. Leur touche de féminité est loin d'être une faille. Au contraire, elles vont en faire une force. Nous, on va s'attacher davantage au cheval, à l'animal en lui-même, plutôt qu'à ses résultats, même si on va se passionner, même si on va se prendre au jeu, l'encourager. Et pour le faire progresser, Étendard peut compter sur Armand. Ce jeune entraîneur sartois est venu le chercher à Deauville. Et ce pur sang cache plus d'un tour dans son sabot. L'hiver, en fait, pour les courses de chevaux, c'est assez particulier parce qu'on court sur des pistes en sable fibré. Donc c'est pas sur de l'herbe, donc il faut des chevaux adeptes de ça. Et Étendard l'est. C'est vraiment d'avoir un cheval qui soit régulier, qui court rapidement. Donc au vu de son travail, j'ai pas trop d'inquiétude. Et les résultats ne devraient pas tarder. Étendard est attendu sur les courses à Pornichet dans 2 semaines. Il sera sans aucun doute le chouchou de ces dames. Voilà, des femmes qui réussissent, qui entreprennent. Qu'est-ce que ça vous inspire, Flora ? Je suis plutôt contente qu'il n'y ait pas eu d'épreuve d'équitation sur le raid, mais je trouve ça super. Le sport, c'est pour tout le monde. Il y a encore plein de choses à faire pour encourager la pratique féminine. Il y a peu de femmes qui s'inscrivent dans les licences. Qu'est-ce qu'il faut dire aux femmes qui nous écoutent pour qu'elles fassent comme vous, des raids, de l'entraînement ? Je pense qu'il faut leur montrer qu'on peut le faire de notre façon. On n'est pas obligé d'aller chercher la performance, la surperformance. On peut faire du sport comme on aime, avec des copines, pour se faire plaisir. Et puis s'il y en a qui ont envie de faire de la compétition, il y a aussi la place pour ça. Mais je trouve qu'il faut qu'on se décomplexe un peu et qu'on fasse du sport comme on aime nous. Il faut encourager aussi les entreprises à laisser le temps aux salariés de faire du sport. Chez Alten, vous avez une salle de gym, vous pouvez aller faire de la gym pendant la semaine. On milite pour avoir une salle de gym, c'est pas encore le cas, mais il y a pas mal d'infrastructures pas trop loin, donc on arrive à se motiver entre collègues pour aller faire du sport. Sarah, vous, on a l'impression que vous avez fait le tour du monde un certain nombre de fois, mais qu'est-ce qui vous reste à découvrir ? Quel est le prochain défi de Sarah Hébert ? Justement, ça continue. Il y a quelques océans que je n'ai encore pas parcourus, et donc on part avec mon homme l'année prochaine en septembre pour un tour du monde en 2 ans sur notre voilier Maloya à la découverte des spots de glisse un peu partout sur la planète. On sait que vous êtes une très bonne communicante, vous avez toujours une énergie folle avec du cœur, tout est possible. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous aviez un seul conseil à donner ? Aux femmes qui veulent pratiquer le sport, qu'on peut être mère de famille, chef d'entreprise, brillante en études et quand même continuer à pratiquer le sport. Puisque le problème souvent, c'est que les femmes arrêtent quand elles commencent les études supérieures. Et c'est vraiment possible de s'organiser et de faire les 2, les 3, les 4. Surtout que nous, les femmes, on est capables de faire plusieurs choses en même temps. Donc, merci, mesdames. Merci à toutes les deux. Merci de nous avoir fait découvrir vos défis. Mais l'émission n'est pas terminée, puisque maintenant, c'est l'heure de l'agenda. Lui surfe sur les dates. Aucun événement féminin ne lui échappe. Il est l'homme qui tombe à pic. Bonjour Florian. Bonjour Vanessa, bonjour. Je suis déçue, je m'attendais quand même à vous voir en Père Noël. C'est un petit peu tôt encore, on va attendre le 24. Bon alors, racontez-nous un peu les événements à ne pas rater ce mois-ci. On va parler de Noël, donc on va parler de neige et on va rester dans le ski avec du ski alpin. Les épreuves de Coupe du Monde à Courchevel et à Val d'Isère, c'est du mercredi 16 au dimanche 20 décembre avec les meilleures skieuses de la planète. Un programme avec de la descente et du slalom géant. Alors le ski c'est bien, mais tu as du sport-co à nous proposer également ? Toujours du sport-co. On a du basket avec de l'Eurocoupe le jeudi 17 décembre à Angers qui jouera contre Győr, une équipe hongroise, et qui Angers, pour sa première participation à une Coupe d'Europe, est en passe de se qualifier pour la phase finale, donc ce sera un match très important. Il y a également les derniers journées du championnat de l'année. Voilà, avec du volley, ce sera le samedi 19 et le dimanche 20 décembre, la dernière journée de Ligue A féminine, avec un derby azuréen entre Le Canet et Saint-Raphaël. Et ce week-end-là, ce sera également la dernière journée de l'année de basket, avec Nice contre Villeneuve d'Ascq. Nice qui est le leader surprise un petit peu de ce championnat. Beau match en perspective. Et début janvier. Janvier, est-ce que vous avez des dates ? Alors juste avant, on aura de la boxe avec le Ladies Boxing Tour à Nantes, un tournoi de boxe en plusieurs étapes avec différentes catégories de poids, mais on aura le temps d'en reparler
tout au long de l'année 2016, puisqu'il y aura plusieurs étapes. Et en janvier, effectivement, on attaquera avec du cyclocross. Ce sera à Besançon, ce sera les championnats de France les 9 et 10 janvier. Pauline Ferrand-Prévot sera absente puisqu'elle est blessée. Donc ça veut dire que la chasse au titre est ouverte entre toutes ses concurrentes. Qui sera la nouvelle championne? Merci beaucoup Florian. Si vous voulez retrouver toutes les informations, vous allez sur le site internet www.femmedesport.com. Et chère Vanessa, cher Florian, je vous dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir.